Bienvenue sur Medinov. Je suis Marianne Lahana, avocate en droit de la santé et en responsabilité médicale. J'accompagne les acteurs du secteur pour relever les défis juridiques et stratégiques de ce domaine en constante évolution. Dans ce podcast, nous explorons les tendances, les défis et les opportunités de l'écosystème de la santé. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des acteurs passionnés, chercheurs, entrepreneurs, professionnels de santé et décideurs qui façonnent l'avenir de la médecine et de l'innovation médicale. Restez avec nous, car cet épisode pourrait bien vous inspirer et vous donner des clés pour mieux comprendre et agir dans ce secteur en pleine transformation. Et pour aller encore plus loin, je prendrai le temps de répondre à une problématique juridique soulevée par mon invité afin d'éclairer les enjeux concrets auxquels il est confronté. Bonne écoute! Bon, bienvenue chez nous à Sphère. Nous sommes très contents de ce partenariat qu'on fait avec vous parce que ça va nous permettre de répondre à quelques problématiques juridiques que tous les médecins peuvent rencontrer dans la vie de la pratique de tous les jours, notamment en gynécologie. Je suis Alexandre Balout, le CEO des centres Sphère, des centres qui sont dédiés à la santé de la femme, qui fonctionnent par des parcours fléchés et pluridisciplinaires selon les sous-spécialités, permettant de prendre le traitement de la santé de la femme dans sa globalité. Actuellement, nous avons 5 centres, répartis entre Boulogne-Billancourt et Moulins-les-Vanves. Et nous souhaitons développer cette activité pour dupliquer ces centres en régional et national, en gardant nos deux valeurs qui sont la bienveillance et l'expertise. Je vous laisse maintenant, pour ne pas prendre beaucoup de temps, interviewer mes collègues qui vont vous challenger sur les problématiques juridiques qu'on rencontre. Merci. Bonjour Dr Bonin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Medinov en partenariat avec les centres Sphère. Alors, l'épisode actuel est très important puisqu'il va nous permettre de discuter violences gynécologiques et obstétricales du consentement à la plainte. C'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui. Certains médecins ont d'ailleurs déclaré récemment que la gynécologie pouvait être pratiquée avec plus de délicatesse et qu'il fallait sortir progressivement du silence. Avant de commencer à discuter de ce sujet d'importance, est-ce que vous pourriez vous présenter, me parler un petit peu de votre spécialité et des activités spécifiques que vous avez? Oui, déjà merci beaucoup pour cet entretien. Alors moi je suis le docteur Aurore Bonin, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille à la maternité d'Antoine Béclair à Clamart, qui est une maternité de niveau 3, et aussi en libéral, donc au sein des centres Sphère depuis 2019. Donc, j'ai une activité très variée puisque pendant plus de 10 ans à l'hôpital Antoine Béclair, j'ai fait donc du diagnostic anténatal. Donc c'est tout ce qui est les malformations du bébé, les problèmes de santé graves de la maman, etc. Des accouchements très compliqués, des grands prématurés, etc. Et depuis que je suis en libéral, j'ai découvert toute l'autre facette de la gynécologie, avec l'accompagnement de la femme, vraiment de l'adolescente jusqu'à un âge plus avancé, en explorant beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et c'est très, très intéressant. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. En tant que professionnel de santé, est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, ce qu'est une violence gynécologique, sachant que, du coup, la réponse juridique sera probablement différente. Donc, c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Oui. Alors, les violences gynécologiques obstétricales, pour moi, ça a plusieurs facettes. C'est pas forcément que dans les gestes physiques. Je trouve qu'il y en a même beaucoup plus que moi j'ai pu entendre que les patientes m'ont rapporté, des violences verbales en fait. Des mots qui peuvent être dits et qui peuvent être très blessants et marquer une femme à vie parfois ou pour vraiment de longues années. Et puis il y a évidemment tous les examens qui sont faits sans prévenir, sans le consentement d'abord, un peu fortement. Donc voilà, ça peut vraiment se révéler de plein de façons différentes. Donc, violence verbale et violence physique. Physique, oui. On parle beaucoup donc de ces violences gynécologiques et obstétricales. Il y a un enjeu qui me semble fort d'écoute et de communication entre les soignants et les patients. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans votre pratique quotidienne et dans les relations que vous entretenez avec vos patientes? Alors, on a toujours été de toute façon vraiment une équipe franchement incroyable. On a beaucoup de chance parce qu'on est tous vraiment très bienveillants, très à l'écoute. On prend le temps, on explique beaucoup, mais je trouve qu'on le fait encore plus déjà, depuis qu'il y a eu toutes ces révélations, comme vous dites, comme on en parle beaucoup. Et moi, j'ai changé ma façon d'aborder la consultation. J'annonce un petit programme. Une fois que je les ai écoutés et que j'ai écouté leurs plaintes, leurs demandes, leurs symptômes, j'annonce un petit programme de la consulte et je leur demande si elles sont d'accord. Et bien parfois elles ne sont pas d'accord, elles me disent non, je ne me sens pas prête aujourd'hui à faire le frottis par exemple, et je leur dis
pourquoi on voulait faire le frottis. Et je leur dis, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, j'entends très bien, on reprendra rendez-vous quand vous serez prête. Ou... Voilà, on est vraiment très, très à l'écoute, mais moi j'ai un peu changé ma façon de faire. J'explique beaucoup ce qu'on va faire. Et si elles ne sont pas d'accord, eh ben, on adapte. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on se rend compte finalement que ce sont les médecins les plus bienveillants qui vont modifier leur pratique dans ce type de situation. Peut-être que la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que ce sont les médecins qui ont les pratiques peut-être les plus critiquables, entre guillemets, qui ne se remonteront peut-être pas en question suffisamment, mais c'est tout à fait louable et ça peut être intéressant de constater justement dans votre cas que en adaptant même vos pratiques, vous vous rendez compte en face qu'il n'y a pas forcément un écho favorable à tout ce que vous allez proposer. Après, vous avez dit 2 mots-clés qui sont très intéressants, c'est la remise en question. Ça, je trouve que si on veut évoluer bien, nous, en tant que médecins, il faut savoir se remettre en question. Déjà, la médecine évolue énormément, donc il faut remettre en question nos savoirs et il faut remettre en question nos pratiques. Parfois, quand on a des critiques des patientes, il faut les prendre, y réfléchir, etc. Et le deuxième mot-clé, l'adaptation, ben ça, c'est toute notre journée. On voit plus de parfois 30 patientes dans la journée qui viennent pour diverses choses, donc l'adaptation, c'est primordial. Alors, j'avais pas prévu de vous parler de ce sujet, mais ce que vous me dites me l'évoque. Vous avez pris connaissance des pratiques anglo-saxonnes qui sont un petit peu différentes de celles en France, notamment positionnelles, liées à la position. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, d'important qui peut avoir un vrai impact sur le bien-être de la patiente en consultation? Oui, bien sûr. Il y a des patientes qui ne souhaitent pas mettre les jambes de telle ou telle façon, même aussi pour les positions pour l'accouchement, par exemple. Ou, ça, oui, ça peut être Et est-ce qu'il y aurait dans ces cas-là un intérêt à... Parce que je sais qu'en France, on propose rarement une adaptation en fait, de ce type de position par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Est-ce que vous savez s'il y a des pratiques harmonisables, entre guillemets? Est-ce qu'on pourrait tendre vers des systèmes un peu différents ou pas dans le... Harmoniser, c'est compliqué en gynéco, parce que chaque femme est unique et chaque femme a son histoire. Donc, on peut essayer de découvrir en effet des nouvelles façons de faire et des nouvelles façons de proposer et voir si ça convient à telle ou telle patiente. Mais malheureusement, en gynéco, c'est très difficile de faire une consultation protocolée et identique à chacune, mais il faut vraiment s'adapter, comme vous l'avez dit. D'accord, donc le plus important, c'est de laisser le choix à la patiente. Oui, exactement. Est-ce que vous pensez que les gynécologues obstétriciens aujourd'hui sont suffisamment formés à ces dialogues avec les patientes et au recueil de leur consentement préalable? Alors, suffisamment formés, je ne pense pas. En tout cas, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Enfin, nous, dans notre formation, on n'en parlait pas en cours, par exemple, ou à la faculté. Maintenant, il y a des modules qui sont en train de se mettre en place, avec des ateliers. Et c'est très, très intéressant pour améliorer la communication soignant-patiente et justement apprendre à demander. Est-ce que vous pensez peut-être que du coup, les violences diminueraient davantage si la formation était plus importante au niveau de l'internat ou de l'externat? Oui. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, voilà, je pense qu'il va y avoir un module de formation avec des ateliers, avec même aussi des psychologues. Je sais qu'il y a quelques facultés qui commencent à faire ça. Et puis après, ça dépend aussi beaucoup des chefs qui nous accompagnent dans notre internat à l'hôpital. Parce que quand on devient interne, on passe vraiment notre vie à l'hôpital. Donc c'est là que tout se joue. C'est vraiment aux seniors de transmettre tout ça aux étudiants. Oui, donc c'est un vrai rôle de compagnonnage. Un énorme rôle, oui. Et donc dans ces cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas également reformer peut-être certains seniors, certains médecins qui ont déjà beaucoup d'expérience en plus des internes? Oui, ça serait intéressant. C'est peut-être, alors je ne sais pas si c'est un problème générationnel ou c'est très très difficile, on ne peut absolument pas catégoriser les choses, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait un écho favorable à repenser un petit peu les pratiques sur des personnes qui ont déjà 30 ans d'expérience? Oui, alors franchement, ça dépend beaucoup du médecin qui vous vous adressez. Comme vous l'avez dit, il y a aussi une histoire générationnelle sur la gynécologie. Mais de toute façon, ça ne coûte rien de le proposer. Et le médecin qui se sentira prêt
voilà, réfléchir, à se remettre en question, comme on avait dit, mais il ira. Et je pense que ça sera que bénéfique. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations difficiles ou redouté que des situations, comme on peut le penser, mauvaise interprétation des actes pratiqués ne surviennent? Et franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très très bien accompagnée pendant mon internat, pendant tout mon poste de chef à Béclair. J'ai vraiment eu des gens qui m'ont très bien accompagnée. J'ai jamais eu de scènes qui m'ont traumatisée ou vu de patientes voilà, qui ont souffert de tout ça. Et au sein des centres sphères, moi, j'ai jamais vécu de situation particulière. Parfois, on sent qu'il y a une petite incompréhension, donc on reprend les choses avec la patiente quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé, mais c'est plutôt verbal, pour voilà, bien aplanir la situation, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Mais non, j'ai pas eu de... Donc vous n'avez pas eu de cas personnel et vous n'avez jamais eu de patientes qui se sont redirigées vers vous à la suite d'un vécu très difficile avec un autre praticien? Alors si, ça beaucoup. Ça beaucoup. Énormément, oui. D'accord. Oui, Oui, donc c'est déjà un élément de réponse. Oui. Dans ces cas-là, vous avez un rôle aussi d'accompagnement ou de redirection peut-être vers une équipe d'écoute? Oui. Alors déjà, ces consultations-là sont des consultations très longues et on prend le temps. C'est pas grave si on est en retard. Il faut surtout pas brusquer parce qu'il y a une énorme partie d'écoute où elles nous racontent tout ce qu'elles ont vécu. Donc voilà, ça prend du temps, mais il faut vraiment bien écouter parce que ça va nous permettre d'adapter la consultation et tout leur suivi en fait. Donc ça, c'est très important. Et oui, après, nous, on les oriente beaucoup vers la psychologue qui travaille beaucoup et notre sophrologue aussi pour voilà, gérer les émotions parce qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours reparler d'un sujet qui nous a traumatisés même il y a 20 ans. C'est pas grave, c'est très important de... C'est déjà super d'en reparler, c'est très courageux, donc il faut s'en servir et le retravailler. Donc on les accompagne voilà, sur le plus de plans possible. Donc au sein des centres sphères, il y a des psychologues et des sophrologues aussi qui interviennent pour les patientes. Oui, donc c'est très important, c'est un élément que je n'avais pas... Ah oui, c'est très 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 important. La psychologie en gynécologie, vous savez, c'est très lié. Oui. D'accord, donc c'est une très belle initiative, en tout cas on sent que la femme est, on va dire... On repense en fait le parcours de la femme de manière globale. Exactement. En fait. Ah bah, c'est très souvent qu'elles viennent pour quelque chose et elles rigolent parfois en me disant « Je ne pensais pas du tout qu'en venant vous voir, j'allais repartir avec tous ces contacts, toutes ces choses. » Elles sont très contentes parce qu'on part dans toutes les directions qui peuvent être bénéfiques pour elles. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, dans ce nouveau format de Medinov, chaque invité me pose une question juridique à laquelle il souhaite avoir des éléments de réponse. Oui. Quelle serait aujourd'hui votre question? Nous, ce qui nous préoccupe, c'est si jamais par malheur une patiente décide de faire une poursuite, comment est-ce qu'on peut prouver qu'on a bien demandé son consentement, que la consultation s'est passée avec son accord, que tous les examens ont été faits en consentement éclairé et libre. Et l'autre question aussi, c'est pour les patientes. Quels sont leurs recours? Comment est-ce qu'elles aussi, elles peuvent faire pour prouver que la consultation ne s'est pas passée comme elles voulaient? Voilà, c'est pour les deux. Et merci beaucoup, docteur. Avec plaisir. Alors, le consentement libre et éclairé est un principe fondamental du droit médical qui a été reconnu par l'article L 1111-4 du Code de la santé publique qui indique que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le médecin, lui, a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Alors que signifie libre et éclairé? Eh bien, on entend par là un consentement qui ne doit pas avoir été obtenu sous la contrainte. Ensuite, nous avons l'article R 4127-36 du Code de la santé publique qui énonce que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, ou à défaut la famille ou un de ses proches, ait été prévenue et informée
sauf urgence ou impossibilité. Alors on retrouve dans ce contexte une jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation du 5 janvier 2000 et du 3 juin 2010 qui nous dit que le défaut d'information engage la responsabilité médicale, même en l'absence de faute technique. Nous voyons ainsi que l'information transmise est bien le socle de la consultation médicale. Alors comment établir la preuve de ce consentement ? Le principe, c'est que la charge de la preuve pèse sur le professionnel de santé et selon une jurisprudence constante, c'est au professionnel de prouver qu'il a bien informé la patiente. Je vous renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997, numéro 94-19-685. La Cour nous dit « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Alors la preuve peut être rapportée à travers différents éléments, comme par exemple des formulaires de consentement, qui sont les documents finalement que l'on retrouve le plus fréquemment en consultation. Faites bien attention toutefois à les faire signer par vos patients, ou encore un dossier médical détaillant l'information qui a été délivrée et présumant donc que celle-ci a bien été transmise. Il peut aussi s'agir de témoignages du personnel présent pendant la consultation, par exemple. Et si toutefois un litige devait naître, une expertise médicale pourra être demandée et l'expert pourra se prononcer sur le consentement éclairé ou non du patient. Alors dans le cadre des violences gynécologiques et obstétricales, il existe des spécificités qui sont liées au contexte et à la nature des actes pratiqués. En effet, une intervention médicale forcée ou pratiquée sans information adaptée, donc par exemple un toucher vaginal non consenti, constitue une violation de l'intégrité physique de la patiente. La difficulté tient souvent à l'absence de consentement écrit ou à la vulnérabilité de la patiente au moment des faits. Il est donc plus difficile pour le professionnel de santé de rapporter la preuve d'un consentement libre et éclairé de la patiente en cas de litige. Il faudra donc que le professionnel prouve par tout moyen qu'il a rempli son devoir d'information conformément aux dispositions précitées, sans quoi il pourrait voir sa responsabilité engagée par la patiente. Les patientes pourront ainsi agir en réparation du préjudice qu'elles estimeront avoir subi, soit en recherchant la responsabilité civile du professionnel ou sa responsabilité pénale par exemple. Il est toujours recommandé de transmettre un recours amiable auprès de l'hôpital ou du médecin avant d'engager toute démarche contentieuse et éventuellement de saisir la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui est une procédure gratuite et rapide et qui permettra donc de déterminer, dans le cadre d'une expertise médicale, s'il existe une faute du professionnel permettant d'engager sa responsabilité. Attention toutefois, la CCI ne peut être saisie que pour un accident médical, dans des conditions qui sont strictement définies, pour des affections iatrogènes ou encore des infections nosocomiales. Alors au-delà de ces actions, les patients peuvent également engager directement un contentieux devant le tribunal judiciaire ou administratif pour obtenir une réparation de leur préjudice. La responsabilité pénale, quant à elle, du professionnel de santé, elle pourra être engagée notamment en cas de violence volontaire aggravée, si par exemple un geste médical a été imposé sans consentement, ou pour une atteinte à l'intégrité physique, par exemple des mutilations génitales, ou encore pour une violation de l'intimité sexuelle, par exemple un toucher vaginal non consenti qui peut s'assimiler à une agression sexuelle. Il faudra anticiper ces actions par un dépôt de plainte qui sera effectué auprès du commissariat ou de la gendarmerie, de saisir le procureur de la République et de se constituer partie civile pour obtenir des dommages d'intérêt. Alors globalement, on constate une reconnaissance progressive des violences gynécologiques et obstétricales. La jurisprudence et les rapports parlementaires renforcent peu à peu la prise en compte des violences obstétricales et l'établissement de la preuve du consentement éclairé repose donc sur une charge probatoire qui incombe aux praticiens. La victime dispose de voies de recours civil et pénal et enfin, la reconnaissance croissante de ces violences pourrait conduire à un renforcement des exigences en matière de preuves et d'indemnisation, ce qui nécessite pour les professionnels de santé de bien cadrer leur intervention en amont, notamment par exemple en renforçant la formation des soignants
et en mettant en place des dispositifs de consentement écrit pour certains actes invasifs.